Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Montée en puissance des femmes, slogan ou réalité, c'est la thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont 4. Le premier, M. Ibrahima Tamega, il est porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements pour un retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Tamega, merci d'être sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie tout en remerciant mes co-débatteurs et en disant bonjour à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à tous les fidèles de Renouveau TV. Deuxième invité, M. Alioune Gueye, il est membre du Conseil national de transition CNT. M. Gueye, merci d'être avec nous. Merci. Troisième invité, Abdallah Yatra, conseiller communal, cadre du parti Yelema. Monsieur le maire, merci d'être autour de ce plateau. Je vous en prie, c'est tout le plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et salut à tous mes co-débatteurs et aux téléspectateurs et téléspectatrices du Renouveau. Et le quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de M. Bagui Diarra, il est analyste politique. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Je l'annonçais depuis le début de la transition, depuis le début de la rectification de la trajectoire de la transition en mai 2020. Le discours officiel annonce la montée en puissance des FAMA. Si ce discours est perçu chez certains comme un simple slogan, d'autres par contre estiment que les résultats sont bien tangibles et bien perceptibles sur les terrains. M. Tamega, je commence par vous. L'armée monte en puissance. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière un tel concept? Merci la montée en puissance de l'armée. Merci beaucoup. Ouais. C'est Marou pour votre question. À l'entame, je souhaiterais d'abord rendre hommage à nos vaillants soldats qui, nuit et jour, ici à Bamako comme ailleurs, se battent, sacrifient leur vie pour notre défense, pour la défense de la République, pour la défense de nos concitoyens et leurs biens. Nombreux parmi eux, parmi ces frères d'armes, sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité pour l'honneur du Mali, pour la sécurité du Mali, pour la fierté du Mali. On ne peut parler de l'armée sans d'abord leur rendre hommage, mais aussi rendre hommage à ceux qui ont créé cette armée malienne, ou à notre premier président du Mali indépendant, Feu Modibo Keïta, paix à son âme, qui un certain 20 janvier 1961 demanda aux troupes étrangères de plier bagages pour nous permettre aux dignes fils de notre propre République de prendre notre destinée en main, et surtout de s'atteler à cette mission régalienne de protection de notre territoire et de nos concitoyens. Si l'armée est montée en puissance depuis la création de cette armée par les pères fondateurs de l'indépendance à nos jours, c'est notre fierté. Personne ne peut observer, assister. Monsieur Tamega, le fond de ma question, quand est-ce qu'on peut dire qu'une armée monte en puissance? Je suis en train de répondre à votre question. Bien entendu que je tenais à rendre d'abord hommage. Si je mets les choses au conditionnel, si notre armée est vraiment montée en puissance, c'est notre fierté. Par contre, nous sommes de ceux-là aussi qui avions beaucoup voyagé, qui s'intéressent aux autres armées du monde, à ce que c'est une armée puissante, à ce que c'est une puissance militaire dans ce concert des nations. C'est là où je relativise un peu en disant, en respectant cette tradition qui consiste à dire que l'armée c'est la grande miette. Si l'armée est montée en puissance, en tout cas nous, pour le moment, Sinon, je ne parle pas de l'armée malienne spécifiquement. Je dis, quand dit-on qu'une armée monte en puissance? Alors, merci. La question est beaucoup plus explicite. Une armée, son peuple, sa population peut s'en réjouir qu'elle est montée en puissance lorsque elle arrive sans aucune difficulté. Bien entendu, il y aura toujours des difficultés. En tout cas, elle arrive à assurer l'intégrité territoriale. Elle arrive à assurer partout sur le territoire national la protection des concitoyens et leurs biens. Elle arrive à
dénicher là où ils opèrent les forces du mal, les forces terroristes, surtout dans le contexte du Mali. Aujourd'hui, c'est que nous, on vit au Mali, presque l'entièreté du territoire national est menacée. On va revenir. Donc, on va revenir. Nous espérons que l'armée montera en puissance, mais pour le moment, nous avons des interrogations. M. Gueye, je vous pose la même question. Quand dit-on qu'une armée monte en puissance? Merci. Merci. Je voudrais vous remercier ceux qui nous regardent et nous suivent. Rendre hommage à nos FAMA, nos forces armées, souhaiter bonne fête de 20 janvier à tout le peuple malien et à toute l'armée malienne. Une armée monte en puissance, c'est lorsque cette armée parvient à assurer la mission régalienne qui est confiée à elle. Cette armée arrive à répondre aux besoins et aux aspirations du peuple malien, de son peuple, lorsque cette armée, bien entendu, agit de façon professionnelle, en respectant les droits humains et en travaillant dans le sens de la pacification et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Diatara, une armée qui monte en puissance, comment peut-on la définir? Okay, merci bien, je m'associe à mes deux prédécesseurs pour saluer souhaiter bonne fête au peuple malien, bonne fête du 20 janvier au peuple malien, et surtout que ceux qui ont perdu la vie au cours de ces 10 dernières années puissent reposer en paix. Il s'agit effectivement des soldats. Et effectivement, on dit qu'une armée monte en puissance. C'est circonstanciel. Sinon, une armée, normalement, elle doit toujours remplir son devoir régalien de sécurisation du territoire et de protection des personnes et de leurs biens et services. C'est ça son devoir régalien. Et je crois que si on dit que quand est-ce qu'une armée remonte en puissance, ça veut dire que c'est circonstanciel, ça veut dire que nous sommes dans une situation de crise. Quand on dit qu'une armée remonte en puissance, ça veut dire que tout simplement qu'elle a rempli son devoir régalien de protection, de sécurisation du territoire et de protection des personnes et des biens de leurs services. D'accord. Monsieur Bagui, vous venez de nous rejoindre. On était en train d'essayer de définir ce concept montée en puissance de l'armée. Quelle définition vous pouvez nous servir? Merci bien, monsieur Sidoué. C'est vrai que la définition de notre concept, on est un pays où les débats sont toujours autour maintenant de définir le concept et de s'entendre. Oui. Après la souveraineté est retrouvée. Oui, et c'est toujours comme ça, ce débat éternel juridico-politique qui s'installe toujours autour des concepts au lieu d'être dans l'action. Non, mais je pense que moi, je considérais qu'une armée monte en puissance. D'abord que cette armée est à même de se hisser, on va dire, aux hauteur des enjeux du moment. Et cela me paraît extrêmement important, tant du point de vue opérationnel, tant du point de vue organisation du personnel militaire même en son sein, parce que un commandement qui est là avec des troupes, lorsque tout cela regarde dans une seule direction et essaie de coordonner en fait leur action, je pense que de mon point de vue, c'est cela qui peut concourir quelque part à se hisser au niveau des enjeux du moment. Mais pour toujours finir avec ce qualificatif-là, à mon avis, il y a toujours une référence. En disant simplement qu'une armée monte en puissance, c'est qu'on se réfère à un état de base pour pouvoir dire que nous étions là et nous sommes montés par rapport à ça. Oui. Voilà, donc tel que défini tout à l'heure, de mon point de vue, la montée en puissance pour une armée, on peut bien et bien considérer, même pas considérer, qualifier et dire avec force qu'effectivement l'armée malienne monte en puissance. D'accord. Vous êtes aussi affirmatif que M. Bagui en termes de la montée en puissance de l'armée malienne? Moi, je me fie des faits. Oui. Je me fie des réalisations de notre armée dans le cadre de sa mission régalienne, comme l'a dit mon co-débatteur. Je l'ai dit à l'entame de mon intervention pour la première fois que notre armée, sa montée en puissance, avec des indicateurs vérifiables, sera notre fierté à tous. Oui. Mais au moment où vous et moi on parle, au moment où certains chantent la montée en puissance de l'armée ici, ce sont des milliers de nos concitoyens, faute de sécurité, qui ont été contraints d'abandonner leurs villes et leurs villages. Ce sont des milliers de nos concitoyens qui sont obligés d'aller se réfugier dans les pays voisins ou même ici à Bamako. Ce sont des villes entières qui échappent à notre contrôle. Ce sont certaines capitales régionales aujourd'hui où les plus hautes autorités
ne peuvent pas aller dans leur bureau, ou même notre vaillante armée a du mal à accomplir sa mission régalienne. Oui. Donc je relativise, et c'est pour ça encore une fois je dis, arrêtons de trop faire du bruit autour de notre armée. Comme son nom l'indique, comme partout, l'armée c'est d'abord la grande miette. En véhiculant assez trop d'informations, assez trop de propagande ou assez trop de populisme pour faire plaire à ceci ou cela, nous allons nous créer d'autres ennuis. Oui. Aujourd'hui, nous connaissons une crise multidimensionnelle sans précédent. Depuis 2012, l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Depuis 2012, nous avons des régions entières qui échappent à notre contrôle. Donc, au même moment, quand nous entendons certains chanter une certaine montée en puissance de notre armée, quand nous autres, nous disons des regards critiques ou nous avons des attitudes de retenue, on est taxé d'être peut-être des ennemis de cette armée. Ouais. J'enlève l'ambiguïté pour dire que non, nous sommes simplement sur la voie de la vérité. Ouais. Pour le moment, nous prions pour que notre armée puisse se doter des moyens les plus efficaces possibles pour assurer sa mission. En attendant, la population souffre faute de sécurité. Mais aussi en attendant, il faut tirer les chapeaux à ceux et celles de cette grande armée qui se battent pour assurer notre protection. Ok, M. Gueye, avec le tableau que vient de présenter M. Tamega déjà, est-ce qu'on doit continuer à dire avec fierté qu'effectivement notre armée monte en puissance? Notre armée monte en puissance, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et mon frère vient de... Visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec M. Tamega? Non, j'ai des arguments pour dire que l'armée monte en puissance, c'est son avis. Oui. Mais je pars du postulat que mon collègue de droite m'avait dit. Il faut partir de quelque chose. Pourquoi l'armée monte en puissance? Parce qu'il y a une année, 2 ans, 3 ans, on était tous dans ce pays. C'est des villages entiers qui étaient attaqués. C'est nos camps qui étaient attaqués. C'est l'armée qui était tout le temps en retrait stratégique. C'est aussi une population qui était fortement soucieuse. C'est Mopti, les centres qui étaient fortement menacés. C'est même Bamako qui était fortement menacé. Donc si on va de ce postulat et qu'aujourd'hui, sur la base d'une vision et d'un leadership, nous parvenons à équiper notre armée, à former notre armée, à recruter des hommes sur le terrain, à assurer de façon efficace la sécurité. Je rappelle qu'il n'y a pas zéro insécurité nulle part au monde. Donc nous sommes dans un contexte extrêmement difficile où des hommes et des femmes acceptent de se sacrifier, d'aller au front et d'assurer notre sécurité. Et aujourd'hui, quand on regarde tous ces résultats, aujourd'hui on a une armée professionnelle, on a une armée qui se bat sur le terrain, on a une armée qui a une stratégie offensive et non plus défensive, qui va chercher les djihadistes là où ils sont, qui évite des pièges, qui arrive en tout cas à transporter comme il le faut ces blessés et à les enterrer dignement. Je dois dire que vraiment il faut reconnaître que notre armée a fait des efforts. Il faut reconnaître qu'il y a une certaine organisation de la hiérarchie militaire qui s'est imposée aujourd'hui, qui fait que nous avons tous ces résultats. Et tous ces résultats méritent d'être applaudis par les Maliens, méritent d'être salués. Monsieur Yatara, en écoutant Gueye déjà, on a l'impression qu'il n'y a rien à dire. La montée en puissance de l'armée n'est point un slogan, c'est une réalité qui est palpable. Effectivement, je partage un peu son avis. Vous dites un peu, hein? Oui, je partage un peu son avis. Oui, allez-y. Parce que l'arbre aussi ne doit pas trop cacher la forêt. Oui. Et effectivement, au regard de 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'au regard du classement du Global Firepower 2022, qui classe le Mali en 3e position militaire de l'Afrique de l'Ouest, dirait effectivement le Nigeria et le Ghana. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'acquisition de matériel, surtout au niveau du vecteur aérien, ce qui était un peu le talon d'Achille de l'armée malienne. Donc, on savait que l'état-major de l'armée de l'air souffrait beaucoup par rapport à ça, et que même les hommes sur le terrain souffraient par rapport à ça, parce que pour pouvoir avancer sur le terrain, il faut une couverture aérienne. Et tant que cette couverture
territoriale n'est pas assurée, les éléments sur le terrain ne vont pas se sentir à l'aise. Donc, troisième élément, c'est ce qu'il a dit, c'est le changement un peu de posture, que j'appelle le changement de posture. Du recul stratégique, on est venu maintenant à une position plus offensive maintenant. Ça veut dire tout simplement que nous avons aussi maîtrisé le renseignement. Parce que pour pouvoir avoir une posture offensive, il faut que la direction du renseignement militaire puisse mettre à la disposition des éléments sur le terrain beaucoup de renseignements pour pouvoir aller de l'avant. Donc nous avons changé de posture. On était dans une posture défensive en réalité, du repli stratégique à une posture défensive. Les bases militaires étaient attaquées constamment. Mais aujourd'hui, ça fait bientôt un an, on n'entend plus parler d'attaque de bases militaires. Et ça, c'est fini maintenant. Je crois qu'on est dans l'offensive maintenant. Et sans doute, c'est des éléments d'appréciation qui montrent que l'armée effectivement monte en puissance. Ok. Monsieur Diarra, l'armée monte en puissance, un slogan ou une réalité? Non, mais moi je dis clairement que de bonne foi, tout Malien aujourd'hui dirait que cela est une réalité. Mais faisons peut-être la distinction d'un certain nombre d'expressions. Dire que l'armée monte en puissance et en même temps dire qu'il n'y a pas de défi, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. C'est que la montée en puissance, je l'ai toujours dit, est exprimée par rapport à une référence, mais qui ne va pas sans dire qu'il n'y a pas de défi. Et les premiers responsables qui sont même l'armée, vous avez écouté l'état-major de l'armée des terres disant simplement qu'il y a encore des défis à un niveau, et je vais le dire tout à l'heure. Ils ont acquis certes beaucoup de matériel, mais cette appropriation le long du temps pour faire face en fait à cet enjeu sécuritaire et de défense, je pense qu'ils sont les premiers conscients à dire qu'il y a des défis à relever. Et donc cela ne peut entacher nullement l'expression ou le fait que l'armée avance ou que l'armée monte en puissance. Et un autre aspect, en parlant d'armée, de mon point de vue, c'est d'abord des hommes, même pas les équipements. Et quand on parle des hommes, c'est le niveau formation et l'esprit d'équipe qui peuvent effectivement animer ces hommes-là au nom de la patrie. Et lorsque vous voyez l'armée qui travaille à mettre en place ce qu'ils ont dit, le système donc intégré de gestion du personnel de défense, mais il était une réalité que la non-gestion en fait de cet aspect-là créait des frustrations à l'intérieur même de l'armée et qui faisait que en fait c'était difficile d'avoir son armée en rang ou en bon ordre pour pouvoir défendre les intérêts de la patrie. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Pensez également à mettre en place une école de guerre permettant en fonction de la réalité du terrain de faire en sorte que nos officiers ou nos sous-officiers ensemble prennent conscience de la réalité du terrain, donc un aspect pratique, mais aussi avec une dose internationale, avec vraiment des experts qui sont là et qui peuvent faire le lien entre ce qui se passe de par le monde et ce qu'il y a ici chez nous, en essayant de mettre dans le contexte sécuritaire qui nous sied. Je pense que ça, on ne peut pas encore dire qu'il n'y a pas d'avancée là-dessus. Lorsque nous regardons nos blessés de guerre, et où une chose était de les transporter, mais une autre chose était effectivement de pouvoir les apporter des soins pour qu'ils puissent effectivement au moins vivre. Mais vous avez vu également tout ce qui est en train d'être fait du point de vue donc des hôpitaux militaires et souvent des hôpitaux de référence. Mais tout cela, on ne peut qu'effectivement les encourager et travailler à ce que cela soit. Mais comment vous pouvez comprendre que nous avons tout ça peut-être en une année ou en moins de 2 années et que nous avons fait plus d'une décennie, on est dans une crise sécuritaire, tout cela nous manque. Vous avez ça aujourd'hui et on trouve l'expression ou le mot de dire non, l'armée monte en puissance, il faut relativiser ça, ainsi de suite. Encore une fois, il n'y a pas à relativiser, c'est un fait, mon cher frère. Mais il s'agit de dire les défis qui sont là. C'est-à-dire que ne baissons pas la tête et ne fermons pas les yeux dessus. Parlons-nous entre Maliens et disons-nous que cette armée, elle est pour nous tous. Et lorsque quelque chose n'y va pas, qu'on mette le doigt dessus pour renforcer cette armée. Mais quand ça va, il faut le dire, il faut encourager cette armée pour le bien de tous. Monsieur Tamega, je note dans les propos de vos vis-à-vis qui vous êtes interpellé. On parle de bonne foi, de mauvaise foi. Êtes-vous dans une sorte de mauvaise foi pour ne pas voir les prouesses de l'armée? Merci. Mon engagement pour notre patrie ne souffre d'aucune ambiguïté. Je n'ai jamais été de mauvaise foi quand il s'agit de militer pour mon pays ou de donner son point de vue. Je n'étais pas fixé comme ça. Le mot bonne foi, je le disais dans l'ensemble en tant que Malien, citoyen ordinaire. Je ne fixe pas les personnes dans un débat. Je le dis respectueusement, respect pour vous aussi, bien entendu. C'est savoir différent, mais complémentaire. Vous avez votre point de vue, votre lecture, j'ai aussi le mien et la mienne. Tout à fait. Alors donc, ce que je veux dire, je donne des points de vue sur la base de constats. Bien entendu que l'armée monte en puissance, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est notre fierté. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas pour plaire, c'est notre fierté. Mais au moment où on dit qu'elle monte en puissance, des populations souffrent.
faute d'insécurité. Au moment où on dit qu'elle monte en puissance, et M. Omar Barou, Iyad et Koufa, ces forces du mal, ils sont au Mali, ils opèrent, ils montent aussi en puissance ces derniers temps. D'ailleurs, hier, l'insécurité dont on parle, les attaques terroristes dont on parle, c'est plutôt dans le septentrion du pays qu'on les enregistrait, c'est plutôt dans le centre du pays qu'on les enregistrait. Aujourd'hui, cette menace terroriste, ces attaques récurrentes ont atteint presque l'entièreté du territoire national. Quand vous disiez tout à l'heure, mon co-débatteur disait qu'il y a presque un an, il y a un peu plus d'un an qu'on n'assiste plus à des attaques contre nos casernes, nos camps ou nos postes, en tout cas où les militaires sont positionnés. Mais c'est tout récemment, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, que la base militaire de Kati a failli faire l'objet d'une attaque par des forces du mal encore. C'est la plus grande base militaire de notre pays qui a failli faire l'objet, pour dire que l'insécurité tape à la porte de Bamako. Monsieur, aujourd'hui, je le redis encore une fois, l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui nous inquiète. Nous sommes en lien avec les parents de victimes. Nous sommes en lien avec les parents des populations civiles qui aujourd'hui ont été tuées par des forces obscures, malheureusement là où l'armée malienne n'opère pas, là où pour le moment elle n'est pas visible. C'est avec tous ces reculs que l'on dit qu'il faut relativiser cette montée en puissance. Je suis conscient, monsieur, bien entendu, que même les armées les plus puissantes du monde se font attaquer. Nous assistons à des attaques terroristes en France. Nous avons vu des attaques terroristes aux États-Unis. Nous avons vu des attaques terroristes en Russie ou ailleurs. Bien sûr que même les armées les plus puissantes ont souvent du mal à faire face aux forces du mal. Donc, le dire qu'il faut relativiser, c'est sous cet angle-là. Je ne veux pas donner l'impression ici sur le plateau que voilà un de nos concitoyens qui est contre notre armée, que voilà un de nos concitoyens qui refuse de reconnaître que notre armée a fait de nouvelles acquisitions d'armement pour assurer notre protection. Mais je refuse en tout cas aussi de croire ou de laisser entendre qu'avant, bien entendu, cette transition, des hommes et des femmes ne se sont pas aussi battus pour donner beaucoup de matériel, beaucoup de moyens à nos forces de défense et de sécurité, qui, je le dis avec des indicateurs vérifiables, bien entendu, feu Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour notre armée? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour acheter des blindés à notre armée? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour acheter des aéronefs pour notre armée? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour augmenter les salaires de nos militaires? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour prendre en charge les familles de nos militaires quand c'est nécessaire? Donc il ne faut pas donner l'impression que les précédents dirigeants n'ont absolument rien fait pour nos forces de défense et de sécurité, que c'est maintenant grâce à cette transition que notre armée monte en puissance, qu'elle monte en puissance enfin et qu'elle aille dénicher Iyad là où ils opèrent, qu'elle monte enfin en puissance, qu'elle aille dénicher Koufa là où ils opèrent, qu'elle monte en puissance, qu'elle mette fin à tous ces cauchemars que vivent nos concitoyens. Compris, hein. Merci beaucoup. Monsieur Gueye, déjà en écoutant Tamega, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes dans une sorte de satisfecit exagéré? Il y a des Koufa ne sont pas encore, en tout cas, inquiétés ou même arrêtés. Il y a des pans entiers du territoire qui échappent au contrôle même de l'État. Est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de satisfaction exagérée? Bon, vous savez, les Maliens ne sont pas dans l'autoflagellation quand ils pensent que l'armée monte en puissance. Loin s'en faut. Je comprends. Ici, l'objet n'est pas de nier tous les efforts de l'armée. Parce que quand on parle de l'armée, il faut parler de l'armée avec son histoire, avec ses réussites, avec ses échecs. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire une analyse à un moment donné de l'histoire. C'est pourquoi nous parlons comme ça. C'est de ne pas d'ignorer tout ce qui a été fait dans les années à venir par les forces. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, quand il faut faire une analyse, il faut faire une analyse sur la base d'un postulat. C'est pourquoi nous disons, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est pour qu'on puisse faire une comparaison et voir que, en tout cas, la flèche monte à un certain moment. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les Maliens, notre objectif aussi, ce n'est pas de nier les défis.
Bien sûr. Le Mali, c'est plus d'1 million 200 km². Le Mali, les terroristes sont encore là, les djihadistes sont encore là, les chefs djihadistes sont encore là. L'armée a besoin de beaucoup plus d'hommes encore. Donc, les défis sont là. Mais s'il y a des progrès, s'il y a des résultats, je pense que nous devons féliciter ces résultats et demander aux Maliens de se rassurer davantage, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont la responsabilité de cette armée, c'est des hommes de terrain. Ils ont vécu les humiliations sur le terrain. Ils ont constaté les insuffisances sur le terrain. Donc, on ne leur raconte pas la question de la lutte contre le terrorisme ou la situation du nord ou du centre. Ils le savent déjà et ils sont en train de travailler à apporter une réponse. C'est cela qu'il faut encourager. Et encourager dans son ensemble notre armée et encourager tous les efforts que le président de la transition, avec la vision qu'il a, le ministre de la Défense, avec le leadership qu'il a, sont en train d'assurer la hiérarchie militaire, sont en train de rassurer, disons, les hommes qui sont sur le terrain. Et sont en train aussi de montrer que quand on engage pour le pays, quand on paye le prix le plus fort pour le pays, la nation sera toujours reconnaissante. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que les veuves, les orphelins, tous ceux qui perdent la vie dans cette affaire, leurs familles, les ayants droit sont pris en charge. Récemment, ils viennent de donner 9 milliards à ces familles-là. Les hôpitaux, comme il a dit, les hôpitaux militaires sont en train d'être mis en route. Donc il y a un travail qui est là et que nous devons... Est-ce que des villages sont libérés? Est-ce que des territoires sont libérés? C'est de ça qu'il s'agit, M. Gueye, quand on parle de montée en puissance de l'armée. Non, vous savez, quand... Est-ce qu'il y a moins de déplacés internes? Attendez. Quand on parle de montée en puissance de l'armée, cela veut dire qu'il y a un léger mieux par rapport au passé. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Ça ne veut pas dire que l'armée est montée en puissance, tous nos problèmes sont réglés. Non, ne comprenons pas la chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un état d'avancement positif qui est là. L'armée, on forme nos militaires, on recrute davantage nos militaires. Si vous demandez au ministre de la Défense, il va vous dire que l'effectif n'est pas suffisant. Il faut recruter davantage, il faut former davantage, il faut équiper davantage. Le territoire national est vaste, est très vaste. Mais ce qu'il faut se réjouir, c'est qu'il y a des points stratégiques aujourd'hui qui sont sécurisés. L'office du Niger, on l'a vu, c'est sécurisé. D'accord. Au niveau de Kidal, au niveau de la zone des 3 frontières, nos militaires sont présents là-bas. Donc, je pense que c'est des efforts qui sont en train d'être faits et qui méritent d'être encouragés. Tout le peuple malien doit encourager les forces armées et de sécurité pour leur mission de sécurisation du territoire national. Ça, c'est très, très important. En tout cas, autour de ces plateaux, un discours contraire n'a pas été tenu ici. Allez-y. Je veux juste dire à M. Temega qu'effectivement, Kati a été attaqué. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique, il ne faut pas l'oublier. Bataclan a été attaqué, le siège des Nations Unies a été attaqué, le métro de Moscou a été attaqué. Je vous en prie. Terminez, allez-y. Donc, en réalité, aucune puissance militaire ne peut lutter efficacement contre une guerre asymétrique. On est d'accord. Vous comprenez? On est d'accord. Et aujourd'hui, beaucoup de villes, des villages ont été libérés. Mais en réalité, voilà pourquoi la police et la protection civile ont été militarisées pour pouvoir effectivement permettre à l'administration de pouvoir retourner dans ces villages, dans ces villes-là pour pouvoir redémarrer la vie. Sinon, beaucoup de villes, beaucoup de villages ont été libérés, mais pour le moment, l'administration est absente. Et je crois que la militarisation de la police et l'administration de la protection civile vont dans ce sens pour pouvoir permettre à la population, aux différentes populations de retourner dans leur site. Donc, ce que je veux vous dire, nous sommes aussi dans un défi. Je le dis, l'armée ne sont pas à 100% une armée fiable, il faut le dire, je le contraste. Mais mon effort, ce que je demande comme effort au niveau de l'armée, c'est surtout la multiplication des centres de formation commune de base. J'ai fait un constat, c'est que tous les centres de formation commune de base se trouvent au sud. Rien au centre, rien au nord. Je crois que ça, c'est un défi qu'il faut relever pour pouvoir même sécuriser les populations du nord. Tous les centres de formation communes de base, je dis bien, se trouvent au sud, rien au centre, rien au nord. Je crois que c'est un défi que l'armée doit pouvoir relever dans les prochains jours. Ok. M. Diarra, vous notiez après Tamega? Oui, et en fait, ce que je voudrais dire, je pense qu'il est d'abord extrêmement important qu'on dissocie totalement
l'armée d'un régime. C'est-à-dire que tu peux avoir 1000 régimes qui passent, mais l'armée, elle doit rester dans son statut régalien face à ces missions qui lui sont consignées. Voilà, donc quand j'étais simplement en train de vous écouter en disant qu'est-ce que IBK n'a pas fait. Si vous vous souvenez, il y a notre armée. Ouais, pour notre armée, justement, c'était sous-entendu de mon point de vue. Mais si vous avez fait également attention, au même moment, les populations disaient des généraux et des officiers corrompus. Je pense qu'il y a même régulièrement des listes qui étaient sur les réseaux sociaux. Simplement pour dire que chaque fois qu'une armée ne se comporte pas et qu'elle est en partie fautive elle-même, les populations ne se gêneront pas effectivement de mettre ça sur la table. Parce que pas d'armée sans population, et on sait qu'avant d'être dans une armée, on est d'abord civil. Et quand on y est, on opère pour ces populations-là. Donc c'est extrêmement important. L'autre aspect que je voulais souligner, on parle des populations souffrent, comme je vous ai entendu tout de suite le dire. Mais il est extrêmement important aussi de noter que il y a eu un grand pas, une avancée dans le fait simplement que l'armée s'est battue, ou les autorités plus globalement, pour faire en sorte que les acteurs en présence sur le terrain soient identifiés et qu'au besoin, la coordination nécessaire soit dégagée et de manière transparente avec un leadership des autorités. Cela est extrêmement important. Donc vous allez voir, une chose est d'avoir les moyens de défense, une autre est d'aller dans la sécurisation qui s'est fait avec l'administration, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, en bout de ligne, on a les populations. Mais on est toujours en train de dire que les populations souffrent. Est-ce qu'on a aussi le courage de dire que parmi ces populations également, puisque les autres acteurs sont identifiés, le problème y réside également? Parce que des gens de la communauté, et c'est ce qui arrive, ils sont de la population, tout comme toi et moi, on est d'une commune. Moi, je fais le choix d'y aller de plein gré, en fait, du côté des terroristes, disons les choses clairement. Et peut-être que moi, je fais le choix de ne pas partir. Peut-être que tu y allais, tu as été forcé, ou tu le fais en toi de plein gré. Tu connais les tiroirs comme moi, mais il n'est pas mis sur ton visage ou sur ta figure que tu es terroriste. Ce n'est pas non plus le cas chez moi, mais nous habitons tous la même localité. Comment on peut mettre en ce moment la sécurisation donc, de cette localité sur le seul dos de l'armée? Parce que les populations aussi doivent contribuer. Je suis totalement d'accord que lorsque l'armée n'a pas la possibilité d'être réactive, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, je fais le choix d'aider l'armée, mais quand on est en train de venir nous attaquer, que l'armée soit capable effectivement de venir à notre secours, ça c'est un enjeu sur lequel aujourd'hui il y a aussi des avancées, on le sait. Donc il y a les moyens d'action, il y a les moyens de réaction qui aujourd'hui temporellement nous pouvons dire qu'il y a également des avancées à ce niveau-là. Oui. Le défi au niveau de la sécurisation des populations est une réalité, mais c'est un défi intégré en réalité. C'est-à-dire que l'armée jouera son rôle, les services de sécurité joueront leur rôle, les populations ont leur rôle à jouer, notamment, je vais parler en fait des chefs-lieux, des chefs de village, des chefs de communauté et tout ça. C'est toute cette synergie-là qui aide le long du temps, en fait, en bon ordre, d'arriver au bout de cette raison. Parce que même ceux qui sont dedans des grés ou peut-être de force, il s'agit de mettre en place un dialogue ou un processus parce qu'ils sont du terroir pour essayer de les intégrer progressivement et essayer de rompre en fait dans la chaîne d'enrôlement de tous ceux-là qui sont extérieurs au territoire et qui arrivent dans ça. Donc c'est pour cela, je pense que, juste pour terminer, le point que je voulais dire, c'est-à-dire je me sentirais beaucoup plus à l'aise par rapport à cette montée, donc dit-on, des forces armées dans des propositions de solutions pour aller au-devant des défis. Mais rester encore peut-être à débattre ce concept ou à dire... On va justement parler de défis. Merci bien. Monsieur Tamega, il est quand même indiqué que la transition doit être sanctionnée en 2004 par l'organisation d'une élection présidentielle. Est-ce que 2024, 2024. Est-ce que vous pensez que la dynamique actuelle de montée en puissance de l'armée sera de nature à, en tout cas, à accompagner ce processus d'organisation des élections, selon vous? Nous l'espérons, mais ce qui est annoncé, c'est au moins 4 scrutins au minimum, voire 5 si on y ajoute le sénatorial, on ne sait pas. Oui, le scrutin majeur, c'est la présidentielle. Okay. Mais pour le moment, les autorités, en tout cas dans leur feuille de route, veulent organiser l'ensemble des scrutins. Avant la date du 26 mars 2024. J'ai envie de dire que même les nations les plus développées, qui ont vraiment les moyens, la logistique matérielle et la ressource humaine nécessaire, auront du mal à organiser 5 élections en 1 an et 2 mois.
Soyons donc réalistes. C'est là où depuis un moment nous demandons aux autorités d'aller vers l'urgence les choses les plus importantes, les défis les plus importants à relever, qui permettront le retour à l'ordre constitutionnel. Donc pour répondre explicitement, nous, notre position là-dessus ne souffre d'aucune ambiguïté. Il faut se donner plutôt la peine de s'atteler à l'organisation du scrutin présidentiel. Et pour ce qui concerne le référendum annoncé, nous le disons encore une fois sans ambiguïté, il n'est pas du ressort de ces autorités actuelles. Puisque pour procéder à la révision ou à l'élaboration d'une nouvelle constitution, l'initiative viendra concurremment du président de la République et des députés. Malheureusement, pour le moment, le Mali n'a ni président de la République, nous avons un président de la transition, et nous n'avons pas de députés, mais nous avons nos concitoyens conseillers du CNT. Donc ce n'est pas peut-être M. Gueye qui dira ici que lui il est député et qu'effectivement ils vont prendre l'initiative de réviser la Constitution. Il est d'accord avec moi, il est conscient de l'article 118 de la Constitution. Donc à partir de là, que les autorités actuelles ne se compliquent pas la tâche, que les autorités actuelles, encore une fois, aillent à l'essentiel, aux réformes à minima. D'ailleurs, actuellement, avec l'élan pour mettre en place une nouvelle constitution, moi je ne sais pas quelle est la tribune où il a été décidé, en tout cas exprimé le vœu des Maliens d'aller vers une nouvelle constitution. Tout ce qui a été dit et au dialogue national inclusif et aux assises nationales de la refondation, c'est d'aller vers une révision constitutionnelle à minima. Mais malheureusement, toutes les rencontres auxquelles nous avons participé, il nous a été donné de constater que c'est plutôt la dynamique de rédaction d'une nouvelle constitution. Et encore là, ce n'est pas de façon inclusive, c'est-à-dire aller écouter l'ensemble de nos concitoyens, y compris dans les régions. C'est plutôt, on fait appel à un certain groupe d'experts qui vont se retrouver dans le bureau et qui vont rédiger la constitution que toutes les Maliennes et tous les Maliens devraient respecter. Monsieur Tamega, est-ce que vous pensez, selon vous, qu'en 2024, en mars 2024, notre armée sera capable de sécuriser un processus électoral pour ce qui concerne la présidentielle? Moi, je continue de formuler l'espoir, en tout cas d'éprouver le sentiment que notre armée serait en mesure. Encore faudrait-il, comme nous l'avons dit, proposer au sein du cadre, procéder à l'élaboration d'une carte électorale. Aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il y a des zones du pays où on ne peut absolument pas organiser des scrutins, où on ne va pas aller exposer les agents qui sont en charge d'organiser les scrutins ou d'être en tout cas les responsables des bureaux de vote, où on ne va pas prendre le risque d'aller exposer nos concitoyens. Donc il faut élaborer une carte électorale. En fait, là où on peut faire les élections et là où on ne peut pas faire les élections, demander aux populations de là-bas de se rapprocher de là où on peut voter, et à partir de là, on rendra la tâche facile à l'armée. Sans quoi, il est aujourd'hui impossible d'organiser les élections partout sur le territoire national. Pour encore corroborer ce que j'ai dit, au moment où on fêtait l'autre jour la souveraineté de notre pays, au même moment dans la région de Kidal, certains de nos concitoyens brandissaient le drapeau de l'Azawad pour dire que c'est la fête, l'anniversaire de leur proclamation d'indépendance. On va vous retourner là-bas. Monsieur Gueye, est-ce que le plus grand défi déjà qui se dresse devant notre armée dans une année, c'est de pouvoir effectivement sécuriser le processus électoral? Bon, avant, comme j'ai été personnellement cité, interpellé... non, je disais, vous êtes conseiller, pas député, c'est juste ça. Sur la question de la révision constitutionnelle ou pas, je pense qu'il faut peut-être qu'on remarque que certains acteurs ne veulent pas aller aux élections. C'est ce que je me dis, parce que dire que le président de la transition n'est pas le président de la République, c'est un faux départ. Il essaie. Dire que les membres du CNT ne sont pas des députés, nous le savons. Puisqu'il y a certains d'entre vous qui sont appelés honorables. Nous le savons, mais cela ne nous empêche pas de légiférer, de suivre l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, tous les actes qu'un président de la République pose, le président de la transition pose. Est-ce que vous l'avez contesté? Oui. Donc s'il pose toutes les actions, s'il a tous les prérogatives d'un président de la République, pourquoi ne peut-il pas engager le processus de révision de la Constitution? Donc moi je pense que le problème c'est qu'il y a certains acteurs politiques qui ont peut-être peur d'aller aux élections et qui installent des débats
pour ne pas avancer. C'est un débat pour moi pour ne pas avancer. Aujourd'hui, l'utilité de la révision constitutionnelle n'est plus à démontrer. À la révision. La révision ou la nouvelle constitution, ce n'est plus à démontrer. C'est une réalité, tout le monde veut. Donc, pour revenir à votre question, je pense que par rapport à la sécurisation du pays, je pense que le président de la transition, lors de son adresse, l'a dit, l'armée est à pied d'œuvre, le ministre de la Défense l'a répété, l'armée est à pied d'œuvre pour sécuriser tout le territoire national pour que les élections puissent se tenir. Et nous avons confiance en notre armée et nous pensons que tous les Maliens doivent accompagner cette armée nationale à davantage sécuriser le territoire national pour qu'on ait une situation beaucoup plus paisible. Une situation paisible à l'intérieur, mais une situation aussi beaucoup paisible sur le plan politique. Parce que, vous savez, des fois, l'instabilité à Bamako est un handicap majeur. L'instabilité, la pression politique à Bamako est un handicap majeur. En demandant à l'armée de sécuriser le territoire national, il faut qu'on appelle les acteurs politiques et sociaux à faire en sorte qu'il y ait une stabilité à tous les niveaux, pour que nous puissions aller à la mise en œuvre du calendrier électoral. Parce que ça, c'est très important. Et tout le monde en est conscient. Les autorités actuelles ont la volonté politique pour qu'on ait les élections le plus rapidement possible. Et les acteurs politiques doivent faciliter, les acteurs sociaux doivent faciliter ce processus-là, en faisant en sorte qu'on puisse aller à l'essentiel. Vous pensez qu'il y a des acteurs politiques qui sont contre... Oui, des acteurs politiques, parce que lui, regarde ce qu'il dit, en disant que le président ne peut pas, l'Assemblée, le CNT ne peut pas... C'est des débats aujourd'hui. C'est par rapport à la nouvelle constitution. C'est des débats aujourd'hui qui ne va pas nous faire avancer. Aujourd'hui, si on a l'EGE, l'autorité indépendante des élections, qui est mise en place, qui est en train de se déployer, si vous l'acceptez, cet état de fait, il faudrait aussi accepter que cette disposition puisse être constitutionnelle. Parce que dans notre constitution, quand il y a des conflits électoraux, il n'y a que la Cour constitutionnelle, le ministère de l'administration et la CENI. Donc on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On est dans un processus, il faut qu'on avance, il faut que tous les acteurs s'impliquent pour qu'on avance, pour qu'on puisse avancer. Si le calendrier électoral est en retard, c'est la faute à tout le monde. Il faut que tout le monde s'implique pour que nous puissions aller de l'avant. Sauf que tous les acteurs politiques n'étaient pas pour la mise en place d'une autorité indépendante chargée d'organiser les élections. Oui, ça aussi, on ne le nie pas. Oui. Mais aujourd'hui, personne aussi ne peut lier que le fait d'avoir une structure indépendante pour organiser les élections est une recommandation non seulement du dialogue national inclusif, mais des assises nationales de la refondation. Donc c'est une recommandation du peuple malien. Okay. Donc cette recommandation, la mise en œuvre de cette recommandation doit aussi impliquer tout le monde. C'est ça la réalité. Monsieur Yatara, est-ce que vous pensez qu'en 2024, notre armée sera en capacité de sécuriser le processus électoral, notamment présidentiel? En fait, moi, je donne plutôt la priorité à la sécurisation du pays, au recouvrement de l'intégrité et l'intégrité du territoire. Et ça me paraît beaucoup plus primordial plutôt que les élections. Aujourd'hui... Sauf que nous avons pris des engagements auprès de la communauté internationale. Mais on n'a pas pris des engagements, je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Mais aujourd'hui, il faut placer le Mali devant. Le Mali est au-dessus de ces engagements-là aujourd'hui. La survie du Mali est au-dessus de ces engagements-là aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui doit être notre priorité aujourd'hui. Je constate que effectivement, les assises nationales de la refondation ont effectivement demandé pas une révision constitutionnelle, mais l'élaboration d'une nouvelle constitution. Aujourd'hui, aller vers une 4e république est aujourd'hui plus qu'une obligation, c'est aujourd'hui une nécessité. Forcément, il faut aller vers une 3e république, la 4e république. La 3e république aujourd'hui est obsolète aujourd'hui. Par rapport aux réalités politiques, par rapport aux réalités socio-économiques, la 3e république aujourd'hui est obsolète. Forcément, il faut aller vers une... L'Assemblée, le CNT, que ce soit le président de la transition, ont aujourd'hui les attributs et les avantages d'un président de la République ou d'une Assemblée nationale, qu'on ne le nie pas. On peut dire que c'est des conseillers, on peut dire que c'est un président de la transition. Ils ont les attributs et les avantages d'une République normale.
Ça, on ne peut pas le nier. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, la priorité, ce n'est pas d'aller vers les élections aujourd'hui, en 2024, c'est vrai, mais aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est de sécuriser l'ensemble du territoire, les 1 240 000 km², mais aussi sécuriser les personnes et leurs biens. Ensuite, les élections. Ensuite, les élections. Oui, mais est-ce que votre logique ne va pas exposer le Mali à des éventuelles sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aussi? Bon, aujourd'hui, forcément, ça va le faire, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que je dis, la survie du Mali va au-delà de tout ça. D'accord. Voilà. M. Diarra. Oui, je pense que là-dessus, il y a un aspect que je voulais préciser. D'abord, pour moi, ce sont nos autorités qui doivent effectivement veiller et à travailler à ce que l'armée puisse nous permettre donc d'aller à des élections. De mon point de vue, les élections sont une priorité, mais clairement, les élections ne constituent pas la réussite de la transition. Je pense qu'il y a ce problème-là qu'on ne parvient pas, de mon point de vue, et même je dirais quelque part au haut sommet de l'État, à peut-être pouvoir mieux cerner. Pour moi, la réussite de la transition, c'est la réussite inclusive et participative des réformes. Parce que tout ce qui nous est arrivé, toutes les difficultés que nous avions eues et toute notre résilience a été fondée sur le fait que nous voulons avoir un continent, c'est-à-dire qu'on veut avoir un cadre national en place dans lequel nous nous reconnaissons et que nous pouvons opérationnaliser face à nos enjeux. Et donc cela passe par les réformes, nous nous sommes battus corps et âme pour cela. Et donc la suite naturelle de cela, c'est vraiment des élections qui vont être crédibles avec tous ceux qui s'en suivent. Mais faire déjà en fait de la réussite de la transition et ces élections-là, si vous avez fait attention, mon analyse personnelle me dit que ça a même déjà commencé à fragiliser quelque peu au plus haut sommet de l'État. Je m'explique. Vous voyez, nous avions cinq colonels au niveau donc de nos autorités, disons les choses clairement, donc qui ont aujourd'hui le pouvoir en main. Mais n'oublions pas qu'autour de chacun de ces colonels-là, vous avez en fait une certaine classe politique qui est familière et classe politique différemment en fait d'un parti à un autre. Vous allez trouver que un parti peut être plus proche ou son ressort est plus proche d'un colonel. Et puis bon, il y a des actions qui se font, il y a une petite communauté qui se forme autour donc de ces colonels-là, et vous allez voir que chacun de ces groupes-là ne verront pas forcément en fait le seul candidat. On tombe dans des calculs. Alors que pour moi, ce qu'il faut éviter d'abord pour les autorités, c'est de faire en sorte qu'elles soient simplement focus sur nos réformes et faire en sorte que ces réformes-là, tout le monde s'y retrouve dans une inclusivité. Et encore pour moi, l'inclusivité est un processus qui est ouvert à tout le monde et qui ne se mesure pas par le fait que Tamega ou Yatara sont des temps et que je vais dire que c'est inclusif. C'est-à-dire que je vais dire clairement, on ne qualifiera pas un processus inclusif parce que le cadre donc des partis politiques donc dont Tamega appartient, que ce processus inclusif, il doit être ouvert à tous les acteurs et faire en sorte que les acteurs se reconnaissent en cela. Nous avions besoin de cela et globalement pour avancer, mais deux, pour suivre le processus, l'évaluation qui va se faire. Si on a ça, et notamment une classe politique, tout est transparent pour les autorités, on avance à suivre l'avancée des choses, l'avancée de nos réformes, mais lorsque ce n'est pas le cas, on fera le point. Ça ne sert pas d'aller à une carte électorale tout de suite. Il faut faire le point à un moment donné et de manière inclusive pour dire on met le point. L'État n'a pas pu faire ça, du moins l'armée n'a pas pu faire ça, les autorités n'ont pas pu avancer par rapport à ça. Nous sommes là, qu'est-ce que nous prenons comme décision? S'il faut aller à une carte électorale, on fera ça. Je sais que vous êtes inspiré ce soir, mais merci bien. C'est le dernier tour de table, allez-y. Moi, j'ai envie de dire à mes co-débatteurs, pour ceux qui sont beaucoup attachés à ces questions de réforme, de nouveaux textes qu'il faut mettre en place, vous êtes un expert. En réalité, notre pays n'a pas de problème de texte. Notre pays a un problème d'hommes et de femmes qui ne respectent pas déjà les textes existants. Si tout le monde respectait la loi et les textes existants, on n'allait pas être dans des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Même ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont marché sur la constitution actuelle, toujours en vigueur pour être là où ils sont. On ne respecte pas. Et si c'est eux qui nous parlent encore de textes, de nouveaux textes, mais ils auraient dit d'abord respecter les textes qui existaient. Donc on n'a pas un problème de texte dans ce pays, on a un problème d'hommes et de femmes qui ne respectent pas les textes existants. Il suffit de prendre sa voiture et de faire 10 km ou 5 km, vous comprendrez les degrés d'incivisme même. Là, je descends en bas, très en bas, chez nos concitoyens même lambda, pour vous dire que
personne ne respecte la loi, personne ne respecte les textes existants. Il faut une grande sensibilisation d'abord à ce niveau, et ensuite viendra l'élaboration de nouveaux textes ou bien de nouvelles constitutions. En attendant, même s'il faut faire de nouvelles constitutions, ça demande beaucoup plus d'inclusivité. Moi, je suis très à l'aise. Monsieur a dit qu'aujourd'hui, le Mali est dirigé par 5 colonels. 5 colonels, 20 millions d'âmes sont dirigés par 5 colonels. Comme quoi, c'est ce qu'eux ils veulent. Ça sous-entend cela. Êtes-vous d'accord avec lui déjà sur ce... Mais il l'a dit, je le tiens au mot. Oui, c'est sa proposition, c'est sa lecture à lui. Je souhaiterais que le Mali ne soit pas exclusivement dirigé par 5 colonels. Que la gestion du Mali se fasse de façon inclusive. Ce n'était pas mon expression. Mon expression est claire. Vous aurez la parole. Bon, j'ai noté, 5 colonels ont le pouvoir en main au Mali. C'est clair, j'ai dit. Voilà, donc ça veut dire... Très clairement, le Mali est dirigé aujourd'hui par 5 colonels. C'est le français. Je l'ai traduit différemment, mais ça veut dire la même chose. Alors donc, quelque part, vous nous dites que nous vivons sous la dictature de 5 militaires. Parce que, puisque vous avez même cité le nombre, c'est 5 qui dirigent le Mali. C'est comme eux, ils veulent que ça va se faire. C'est comme ça que ça doit se faire, parce que eux ils l'ont décidé ainsi. Il est temps que nous sortons de ça très rapidement. Moi, pour terminer, pour dire... Encore une fois, je décline la position du cadre. Pour permettre la réussite de cette transition, il faut vaille que vaille œuvrer pour la réconciliation des cœurs. Il faut vaille que vaille œuvrer pour que chacun puisse apporter son expertise. Parce qu'aujourd'hui, un seul clan ne peut pas prendre le Mali en otage, ses institutions et les libertés individuelles. Il est temps que, bien entendu, on sécurise. Monsieur, n'ayez pas peur des élections. Vous êtes un homme politique. Nous allons coûte que coûte organiser les élections. Bien entendu que le retour à la normalité constitutionnelle passerait par là. Ce n'est pas les militaires qui resteront éternellement au pouvoir. Donc mettons tout en œuvre pour qu'on puisse organiser les élections très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Moi, mon appel au peuple malien, c'est vraiment d'aider par tous les moyens notre pays à sortir de cette situation. Et sur le plan militaire, j'appelle le peuple malien à faire confiance à ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité sur ce domaine-là. C'est-à-dire, nous avons une vision claire par rapport à l'armée, un leadership affirmé et une stratégie derrière qui fait aujourd'hui que notre armée fait notre fierté. Donc nous devrons soutenir cet élan pour sécuriser notre pays. D'accord. Ça, c'est le plus important. Et aussi faire un appel aux Maliens pour plus d'unité, de rassemblement. Parce que sans unité, sans rassemblement, il va être extrêmement difficile qu'on puisse tirer le Mali vers le haut. Chacun doit regarder dans la même direction pour qu'on sorte rapidement de cette situation et pour que le Mali puisse s'en sortir mieux après la transition. Parce que c'est ça le but. Il y a eu des problèmes. La transition a été installée, il faut qu'on corrige, qu'on ait le courage de corriger ces insuffisances. Et aujourd'hui, la vision qui est là va dans ce sens. Le leadership qui est là va dans ce sens-là pour le renouveau de notre pays. Donc c'est l'appel vraiment que j'ai à lancer au peuple malien. M. Yadara. Merci bien. En fait, je rassure M. Tamaga qu'un homme politique n'a pas peur des élections. Un homme politique ne saurait avoir peur des élections. Ça me rassure. Rassurez-vous par rapport à ça. Je n'aurai jamais peur d'une élection, quel que soit le résultat. Je veux juste vous assurer et vous dire que pour moi, le Mali est primordial. Si l'existence du Mali passe par d'abord l'intégrité, le recouvrement de l'intégrité du territoire, par la sécurisation des personnes de leurs biens, je suis prêt pour ça. Je n'ai absolument nié ça. Vous comprenez? Je suis prêt pour ça. Et je suis prêt même à ce que les 5 colonels restent au pouvoir jusqu'à ce que cela soit. Ça, c'est ma priorité. Juste dans 20 ans. Si le Mali doit disparaître après ces élections-là, je ne suis pas pour. Si le Mali ne doit pas exister après ces élections-là, je ne suis pas pour. Pour moi, le Mali au-dessus de tout, c'est ma priorité. C'est la position pour revenir.
C'est un langage que moi je ne suis pas le titre réellement. Je suis là, j'ai été invité, pas en tant que cadre réellement, mais j'ai été invité à titre personnel. Vous avez quelque chose à clarifier par rapport à Yelema? Non, Yelema, c'est nos camarades bien entendu avec qui j'ai beaucoup de respect. Comme il a dit Yelema, je voulais m'assurer que cette position ma conclusion sera focus par rapport au thème. Sinon Yelema, c'est nos camarades, bien sûr. Allez-y. Ma conclusion sera focus par rapport au thème. C'est qu'effectivement, l'armée monte en puissance. Comme je l'ai dit, allez-y. Voilà. Comme je l'ai dit, l'arme ne doit pas cacher la forêt. Oui. Je l'ai dit, il n'y a que 5 centres d'instruction de communes de base au Mali. Markala, Bafo, Tibi, Kouchala, Yanfoula. Rien au centre et rien au nord. Et je crois qu'il faut que les autorités puissent penser à ça. Ça, c'est ma priorité. L'école de guerre est là aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer les capacités de nos forces armées et de défense. Et je crois que nous sommes pour ça. Vivement une armée forte, vivement une armée républicaine aussi. Monsieur Diarra, vous avez 30 secondes. Ok, merci bien. Non, je voudrais commencer par vraiment préciser ceci, qu'on parlera toujours que les 5 colonels aujourd'hui ont la réalité du pouvoir en main. Faisons attention, ça ne doit pas être une expression vue comme péjorative. Ça ne veut pas non plus dire que c'est de la dictature qui est là. Et faisons comprendre simplement que cela s'y est parce qu'on est dans une période d'exception et qu'il faut sortir de là directement. Et pour sortir de cette période d'exception, nous avons besoin de stabilité sociopolitique, ce qui demande à nous tous de nous retrouver. Et voilà. Donc, l'autre point que je voulais dire qui est extrêmement important de mon point de vue, comprenons que surtout pour la classe politique, que les élections à venir ne constituent pas, de mon point de vue, la réussite de la transition, de cette période d'exception, mais que c'est plutôt la réussite des réformes, comme j'ai dit tout à l'heure, et avec l'inclusivité, avec une présence active de la classe politique, pour que finalement les contenants auxquels on va aboutir et qui nous font donner des élections, que cela soit en fait une matière pour nous absolument claire à comprendre. Simplement pour terminer à ces autorités, pour dire ceci, c'est-à-dire que on a beau faire des actions, c'est une réalité que personne n'est indispensable et que les pouvoirs passent. Donc lorsque on est au pouvoir, on prépare toujours, moi je le dis, à ce que lorsqu'on n'est plus là, qu'on soit toujours protégé par ce qu'on a pu mettre en place. Nous devons aujourd'hui continuer à renforcer notre armée, à renforcer en fait notre continent politique et à faire en sorte que cet ensemble-là en cohérence puisse avancer dans notre pays et nous mettre à l'abri de la solution. C'est ce qui met un terme à ce débat. Nos invités, ils étaient M. Abdallah Yattara, conseiller communal, Bagui Diarra, analyste politique, Alioune Gueye, membre du CNT, et M. Ibrahima Tamega, porte-parole du cadre des partis et regroupements pour un retour à l'ordre constitutionnel. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à toute cette population du secteur de Kati. Au revoir.